La présentation sera forcément disponible dans les jours qui suivent le webinaire. Vous aurez le PowerPoint, la présentation en fait qui vous sera faite aujourd'hui, et vous aurez également bien sûr le question-réponse et le replay de cette présentation. Donc, je laisse dans les mains expertes de ma collègue Gaëlle pour voir comment on organisera en fait la première phase du webinaire avec la deuxième phase, je ne sais pas. Et vous aurez bien sûr les questions-réponses, c'est-à-dire que toutes les questions que vous allez me poser aujourd'hui auxquelles je n'aurai peut-être pas le temps de répondre, eh bien, ces questions vous seront en fait présentées. Je répondrai à ces questions en fait dans un document qui sera sur le site Réseau CF Atlas. J'imagine que vous avez l'habitude maintenant en fait de pouvoir d'y assister. Donc, comme je le disais, je vais déplacer mon écran où je vois toutes vos interrogations sur la droite pour m'en aller regarder en fait le contenu et finalement vous voir en direct. Donc, comme l'a dit Christelle, en fait, nous avons aujourd'hui une présentation, nous avons 1h30. Je pense que j'aurais besoin d'un peu moins d'1h30, mais voilà, 1h30. Avant de commencer alors excusez-moi, il faut que je reprenne le rythme. Avant de commencer ce webinaire, je vous proposerai en fait de faire un petit point sur Atlas. Il est important en fait, et vous l'avez vu, pour répondre en fait à ce cahier des charges. Il est important en fait que vous identifiez bien quels sont les secteurs d'activité et donc les entreprises en fait qui travaillent avec Atlas. Donc je ferai un petit point sur le calendrier, un point sur les objectifs, mais ils vous ont été en grande partie dévoilés en fait par Christelle, je reviendrai bien sûr dessus, le cadre d'intervention de l'appel à projet et puis les différentes recevabilités. Et à la différence en fait des autres années, je vous propose de faire un petit point de 5 minutes où je m'arrêterai pour répondre à vos questions. Je crains que je ne pourrais répondre à l'intégralité de vos questions. Puis si toutefois il n'y en avait pas, j'en ai préparé une petite liste de questions récurrentes qui m'ont été posées au cours de différents rendez-vous depuis quelques semaines. On parlera à la deuxième étape, on parlera des dépenses éligibles, c'est le point, je dirais, le plus ardu de la chose, l'avis du projet, la communication à assurer, et puis nous aurons un nouveau point en fait de 5 minutes, 10 minutes, en fin de calendrier, de webinaire, de façon à ce que je puisse répondre en fait à d'autres questions qui concerneront les points 6, 7 et 8, ou les points précédents éventuellement, bien sûr. L'appel à projet, c'est d'abord en fait travailler avec Atlas. Atlas, je le répète, c'est un organisme paritaire qui a été finalement créé en 2019, à la suite de la réforme de 2018. Et Atlas, c'est la réunion de 13 branches professionnelles. La réunion de 13 branches professionnelles qui sont articulées autour de 4 grands secteurs d'activité. Vous avez ici, en fait, le secteur banque, société financière, donc avec 6 branches spécifiques. Le secteur conseil avec la FIAC et les géomètres et économistes de la construction, ainsi que bureau d'études. Et dans bureau d'études, vous avez la partie conseil, la partie numérique et la partie ingénierie, bien sûr. Vous avez la partie expertise comptable, expert comptable, commissaire aux comptes, et puis la partie le secteur, assurance, avec les différents agents généraux, le courtage, les sociétés d'assistance et les sociétés d'assurance. Il vous faut impérativement vous imprégner en fait de la connaissance de ces secteurs et parce qu'il vous faudra derrière identifier
si ces secteurs sont bien ceux qui sont avec lesquels vous travaillez, qui sont affiliés, dont dépendent pardon, nos entreprises. Je vous ai remis ici, à titre d'information, en fait, la petite roue de nos IDCC, puisque je comprendrais que, que tous ces secteurs, en fait, qui sont exposés sur la gauche ne soient pas si explicites que ça. Donc, votre interrogation, c'est est-ce que je travaille avec des sociétés, en fait, qui sont intégrées dans ces différents codes IDCC? Atlas, à titre d'information, et là, je suis désolée, ce seront les chiffres de 2023, puisque l'année 2024 n'est pas encore clôturée. Donc, nous sommes en fait sur des chiffres de l'année 2023. Bah, qu'est-ce qu'Atlas? Atlas, c'est 196 000 entreprises. Sont aussi incluses, bien sûr, hein, les entreprises qui ont 0 salarié. Et dans la particularité d'Atlas, c'est dans ces entreprises, dans ces 196 800 entreprises, eh bien 90% sont des TPE et 40% sont en Île-de-France. C'est véritablement important, en fait, de se situer et de se rappeler de cette configuration qui est particulière. Nombre de salariés, eh bien, 2 millions de salariés, principalement en Île-de-France, principalement en fait dans les entreprises supérieures à 300 salariés, avec une répartition en fait, je dirais quasiment identique entre les hommes et les femmes. Et puis la particularité, c'est que nous sommes dans des secteurs qui recrutent beaucoup en 2023. Et la particularité, même si on a eu une baisse entre 2022 et 2023, mais je dirais que l'engagement de 2023 sur les entreprises à embaucher avait été énormément facilité par la mise en œuvre en fait de la prime à l'embauche en fait des jeunes en situation d'entrée en alternance, en contrat d'apprentissage en tout cas. La particularité, c'est que sur ces embauches, eh bien 25% en fait de ces embauches sont issues des TPE. Le profil des alternants. Le profil des alternants, eh bien, c'est à la fois en montant et en nombre d'engagements en 2023. Donc, nous avons en 2023 réalisé une très très belle année, 111 000 alternants, même s'il y a une petite baisse par rapport à 2022, mais 2022 était aussi là une année exceptionnelle, puisque entre 2022 et 2000, je crois qu'on était à 150 ou 160% d'augmentation sur les 2 années précédentes. Mais là, on est nous étions en 2023 à 111 000 alternants, en fait, recrutés. Avec aussi ce qui est intéressant en fait, et ça c'était un axe voulu par nos partenaires sociaux, c'est de former les maîtres d'apprentissage et aussi les tuteurs dans le cadre du contrat de professionnalisation à l'accompagnement dans ces alternants. Et là, vous le voyez, on a véritablement une progression en fait importante de 43% des tuteurs formés. On a d'ailleurs développé en fait une formation sur une journée au travers d'actions de mes collègues campus, et bien une action en fait à destination des tuteurs, plusieurs actions, dont une action en complètement digital sur une journée. Vous avez sur la droite le profil des alternants en règle générale, avec effectivement une particularité pour 2023. On a véritablement en fait une augmentation du nombre d'alternants dans les entreprises de moins de 50 salariés, et aussi encore plus pour les entreprises de moins de 11 salariés. Ce n'est pas précisé ici, mais sachez-le. Les niveaux de formation, ce n'est pas une découverte, j'imagine. Les niveaux de formation, en fait, Atlas concernent à 98%, je crois,
principalement en fait des bac plus 2 avec presque 49% en fait de formation qui mènent nos alternants à un bac plus 5 voire plus. Donc c'est la particularité d'Atlas, on est vraiment situé dans des secteurs de formation supérieurs au bac plus 2. C'est vraiment, ça a toujours été cette particularité qui a été importante. La particularité d'Atlas, c'est aussi d'être très régionalisé. Alors, je suis désolée, il y a un petit décalage sur le 11 de délégation régionale. Nous avons, depuis le 1er janvier 2025, nous avons 11 délégations régionales, puisque est née récemment faut que je vous la fasse apparaître, la délégation en fait de Besançon. Rennes est né en 2024 et Besançon est né en 2025. Donc vous le voyez, presque chaque région a sa délégation. Une délégation, ce sont à la fois en fait le délégué régional, des conseillers formation qui vont à l'approche en fait des entreprises et accompagner les entreprises au quotidien dans le développement de la formation et dans le développement en fait de l'apprentissage. Mais vous avez également en fait des développeurs de l'alternance qui sont là pour accompagner les CFA et qui sont là pour vous accompagner au plus près de l'emploi parce qu'ils ont une connaissance en fait des différents territoires. Et vous le savez, entre ce qui se passe à Toulouse ou ce qui se passe à Brest ou à Rennes, au niveau du recrutement, au niveau de l'emploi, il est forcément différent. Donc chaque développeur de l'alternance est là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas effectivement à les solliciter sur des sujets qui vous intéressent dans le cadre de vos salons, vos recrutements, etc. N'hésitez pas, ils sont là pour cela. Vous avez ici les 2 numéros de téléphone auxquels vous pouvez, donc un numéro de téléphone pour vous, organisme de formation, hein, plus spécifiquement, pour avoir le contact avec vos développeurs de l'alternance, si vous ne l'aviez pas jusqu'à maintenant. Eh bien, je vais rentrer sur concrètement l'appel à projet. L'appel à projet, c'est donc le 7e, comme l'a précisé effectivement Christelle tout à l'heure. C'est le 7e appel à projet. Donc, depuis 2020. Donc, ça vous montre effectivement l'intérêt pour nos branches d'accompagner l'investissement des CFA. C'est véritablement quelque chose qui a été déployé depuis 2020, puisqu'on a monté le premier appel à projet en septembre 2020. Et depuis, effectivement, il y en avait 2 en 2021, et depuis tous les ans, des périodes différentes, mais depuis 3 ans, on le fait systématiquement en début d'année, parce que c'est le moment qui est le plus propice, nous semble-t-il. D'ailleurs, c'est ce que nous avait demandé un certain nombre de CFA, membres de la communauté. Eh bien, c'est le moment le plus propice, en fait, pour le CFA pour répondre plus exactement à ce cahier des charges et à ces engagements et à penser un projet stratégique pour le CFA. En quelques mots, avant de commencer dans le dur, en quelques mots, en fait, vous voyez, c'est vraiment un projet qui est construit avec les paritaires, puisque on a commencé à travailler sur le sujet pendant l'été, présenté et validé en CPTA, en commission paritaire alternance, le 7 novembre, validé en conseil d'administration. Le cahier des charges a donc été déposé. On a ce webinaire aujourd'hui. Et puis, vous avez un peu moins de 2 mois maintenant pour répondre en fait à ce cahier des charges et déposer votre dossier. Et la particularité, en fait, c'est que j'ai approximativement 2 mois d'analyse en fait sur le projet.
Et puis les décisions et validations auront lieu après, au moment du conseil d'administration du 11 juin. Donc cela sous-entend qu'à partir de la semaine qui suit, je mets en œuvre l'information auprès de tous les CFA et la contractualisation avec les CFA, bien sûr, qui sont lauréats en fait du projet. Les lauréats auront une première réunion. Après, ils auront la visite du chef de projet en fait en charge du projet du CFA entre 2025 et 2026. Et on aura une deuxième réunion fin 2026. Et la fin du projet sera impérativement réalisée au 30 avril 2027. Donc, on a cette perspective de réaliser des projets sur 2 ans. C'est d'expérience, puisque je peux aussi le préciser, d'expérience, je peux vous dire que ça semble loin, mais c'est aussi, quand on est sur des projets conséquents, même moins conséquents, c'est toujours ce laps de temps est finalement pas aussi long que ça. Puis le bilan sera à produire donc le 20 mai 2027. Alors, l'objectif, là aussi, Christelle en a parlé, ça reste des objectifs qui sont ceux de l'année dernière. Pourquoi? Parce que nos branches ont toujours le même intérêt, en fait, de sécuriser, et c'est encore plus déployé maintenant, sécuriser, en fait, les parcours des apprentis, personnaliser, en fait, les parcours, mais aussi tout ça pour atténuer les conséquences des différents aléas qui surviennent. Donc les aléas, bon, la crise, la rupture, le handicap, les situations difficiles et complexes que vous, CFA, vous avez parfaitement identifiées. Là aussi, les axes sont, pour ceux qui étaient avec moi l'année dernière, eh bien, sont les mêmes que l'an passé. Nous avons défini 3 axes qui répondent, semble-t-il, à tous les souhaits des CFA. Donc l'axe 1 qui est véritablement, j'allais dire axé, mais c'est tellement facile, qui permet en fait d'assurer la réalisation d'une formation de qualité. Donc, on est véritablement sur des espaces du matériel, des espaces de l'environnement, de l'aménagement. C'est véritablement, en fait, je dirais, le cocon qui entoure l'alternant. La digitalisation, eh bien, ce sont toutes les innovations pédagogiques que vous pouvez mettre en œuvre et qui favorisent l'implication et l'ancrage des alternants. Et puis l'accompagnement. L'accompagnement, je ne vous apprendrai rien puisque l'accompagnement, c'est le maître mot des missions du CFA. Sur les 14 missions, je pense que sur les 14 missions, on parle d'accompagnement. Donc, nous, dans cet axe-là, on est véritablement en fait sur un accompagnement qui engendre le développement d'outils, de liaison, de suivi, d'appui à l'insertion professionnelle. C'est le développement d'outils. Hein, ça, c'est inévitable. Ah oui, alors je suis passée un peu trop vite, me semble-t-il. L'animation, c'est bien, mais hop, hop, et hop. Voilà. Un seul axe par projet. Il ne peut y avoir, votre projet ne peut correspondre qu'à un seul axe. On sait pertinemment que vous pouvez avoir un projet qui majoritairement est sur l'équipement, mais qui introduit un peu d'accompagnement ou de digitalisation. Mais il n'empêche que quand vous déposerez votre projet, vous ne pouvez choisir qu'un seul axe. Ça, c'est important. C'est vous qui allez le catégoriser dans ces actions-là. Qu'est-ce qui est le plus important de ce projet, dans ce projet? Les critères d'éligibilité. Donc là, vous êtes tous bien assis, vous avez déjà tous lu le cahier des charges. Donc, il y a 2 possibilités, en fait, pour un CFA, OFA, de répondre.
soit vous êtes un CFA qui existe depuis 2019 ou un CFA qu'on appelle historique. Donc là, il vous faut intervenir dans les différents secteurs d'activité en fait d'Atlas, hein, conseil, banque, assurance, finance. Euh, alors effectivement, j'ai mis évoluer majoritairement, donc il vous faut impérativement en fait. Pourquoi majoritairement? Parce qu'il vous faut prouver dans votre dossier que vous agissez pour Atlas. Il faut être un organisme de formation et puis il vous faudra avoir 15% en fait d'alternants Atlas, 15% des alternants Atlas par rapport en fait aux autres OPCO bien sûr. Hein. Donc ça, il faut en apporter la preuve et avoir un minimum de 24 contrats. Je parle ici des années 2024 et 2025, puisque 2025, vous déposez votre dossier au 3 mars, donc vous pouvez avoir des contrats sur les 2 premiers mois. Mais je parle de contrats actifs, donc des contrats qui sont en cours. Vous ne comptabilisez pas dans vos résultats et dans ces pourcentages, vous ne comptabilisez pas surtout eh bien, les contrats qui sont déjà clôturés ou les contrats annulés. Il faut qu'ils soient actifs, même s'ils sont actifs sur la première ou à la deuxième année. D'accord et puis, un contrat, un CFA, bien sûr, qui est en activité, doit impérativement être certifié Calliope. Donc, ça, c'est certain. Et puis, il y a une deuxième possibilité. Un CFA OFA nouvellement créé peut aussi répondre à cet appel à projet. Mais dans nouvellement créé, ça sous-entend qu'au 3 mars, il faudra qu'il ait moins d'1 an à la date de dépôt du dossier. Donc, il faudra qu'il ait été créé après après le 4 mars 2024. Donc ça, c'est important, effectivement. Au moment du dossier, il est impératif que l'OFA, le CFA ou l'OF avec avec une extension apprentissage ait été créé dans les 12 derniers mois à partir du 3 mars. Il faudra pour ce CFA impérativement fournir une lettre de soutien venant du conseil régional du siège du CFA et j'ajoute, et au moins une lettre de soutien en fait d'une des branches d'Atlas. C'est impératif. Et puis, il faudra attester que vous êtes en cours de certification ou pourquoi pas que vous êtes déjà certifié. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Je répondrai à vos questions tout à l'heure. Bon, je vous ai rappelé, donc un CFA, c'est soit le KA, soit le KB. Donc, un CFA qui répond au KA n'a pas l'obligation de fournir en fait des lettres de soutien du conseil régional ou d'une branche. Je le reprécise. Alors, si je reprécise cela, c'est parce qu'on m'a posé la question l'année dernière. Critères d'éligibilité du projet. Critères d'éligibilité, chaque dossier doit impérativement être complet et respecter la forme attendue et doit être déposé en fait à l'adresse mail qui est dans le formulaire qui a été que vous trouvez en fait sous prestataire appel à projet. Vous avez un espace accès au formulaire. On verra tout à l'heure en quelques mots. La particularité cette année, c'est qu'un CFA ou OFA ne pourra présenter plus de 3 projets. Ça, c'est une nouveauté. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de limite. Ce sera effectivement une particularité. Le projet doit impérativement avoir été initié à partir de 2025,
même si c'est avant la convention. La convention du lauréat sera signée en juin ou juillet 2025. Votre projet peut déjà avoir été initié, entamé, payé en partie depuis le 2 janvier 2025. Un projet qui commencerait en 2024 ne sera pas éligible. Donc, faites attention dans la présentation de votre projet. Par contre, des engagements éligibles financiers et comptables devront avoir été réalisés entre le 3 janvier et le 31 décembre. Impérativement, vous devrez avoir engagé comptablement pour ce projet des fonds sur 2025. Pourquoi cette particularité? Parce que l'enveloppe qui nous est attribuée par France Compétences et où l'enveloppe qui est de 8% alternance, eh bien, notre conseil d'administration a défini qu'une partie de cette enveloppe allait servir au financement de la formation des maîtres d'apprentissage et a décidé, le conseil d'administration a décidé de conserver une partie de cette enveloppe pour cet appel à projet. Donc, l'engagement du conseil d'administration et de respecter les règles imposées par la DGAFP et impérativement, en fait, pour que ce projet soit recevable, il est indispensable qu'il commence avant le 31 décembre 2025 et qu'il y ait des engagements financiers éligibles à partir du 31 décembre 2025. C'est vraiment très important. Des manifestations concrètes devront être opérationnelles pour le 30 septembre 2026. Donc, ça sous-entendra que dans votre bilan de 2027, vous pourrez attester que vous avez déjà testé des choses en 2026. Donc, ça, ne l'oubliez pas dans la construction, en fait, de votre projet. Les investissements financés et éligibles devront être finalisés au 28 février 2027. Pourquoi ceci est un ajout par rapport aux appels à projets précédents? Tout simplement parce que il faut que votre projet, il faut que vous puissiez l'évaluer. Il faut que vous ayez le temps de l'évaluer avant la réalisation du bilan et la fin du projet au 30 avril 2027. Donc, pour l'évaluer au 30 avril, il faut que les engagements financiers aient été réalisés auparavant et il faut que vous ayez eu le temps de faire une évaluation auprès des acteurs du triangle de l'alternance. Il faut que vous ayez eu impérativement, en fait, des verbatims d'utilisateurs alternants, maîtres d'apprentissage ou collaborateurs, en fait, et ou collaborateurs, en fait, de votre projet. Donc, c'est véritablement, en fait, une nécessité de garder ces points d'étape. Malheureusement, d'expérience, là aussi, tous les ans, je réalise les bilans. Cette année, je fais le bilan de 2022. Non, enfin, en 2024, je faisais 2022. Là, je commence 2023. Mais pour 2022, je constate effectivement que je suis obligée de rappeler que je dois avoir des verbatims, je dois avoir des constats d'utilisation de votre projet, de vos réalisations dans le cadre de ce projet. Et réalisation par des alternants d'Atlas, par des entreprises, bien sûr, qui concernent Atlas. On sait pertinemment que tous les CFA peuvent agir avec un ou plusieurs OPCO, parfois les 11 OPCO, c'est certain, mais on finance d'abord et en priorité pour nos alternants qui iront dans nos entreprises. Donc, inévitablement, vous devrez en apporter la preuve. Gardez bien cela en souvenir pendant toute la périodicité de votre projet. Je saurai vous le rappeler.
Et parce que si vous ne le faites pas, vous serez en difficulté au moment du bilan et ça risquera de traîner le bilan, la réalisation du bilan et surtout la validation du bilan. Je peux vous assurer que certains bilans ont été refusés parce qu'il n'y a aucune je dirais, aucune justification en fait prouvée vers nos alternants de nos entreprises. Le bilan complet qualitatif reçu le 20 mai à la direction du développement. Et la particularité cette année, c'est qu'il n'y aura pas de prolongement de convention. Donc, faites très attention à ça et faites en sorte, quelle que soit la raison, il n'y aura pas de prolongement de convention. Donc, si le projet n'est pas évaluable au 30 avril, eh bien, soit le remboursement de la subvention devra être intégralement réalisé ou en partie en fonction de ce qui est réalisé. Donc ça, ne l'oubliez pas non plus. Je dirais que dans votre projet, dans la construction de votre projet 2025, je vous enfin, gardez bien en mémoire ce tableau, c'est important. La particularité pour 2025, c'est que nous avons donc toujours des thématiques qui sont transverses, qui sont obligatoires. Elles ont été définies par nos partenaires sociaux. Et je peux vous assurer que dans le cadre des échanges que nous avons, le directeur du développement, la responsable Christelle Seba et moi-même avec les membres de la commission, eh bien, ils sont très attachés en fait à pouvoir observer et accompagner et ils sont attachés à ce que les CFA démontrent bien en fait, à la fois dans la stratégie du CFA et à la fois l'impact sur le projet de priorités transverses. Et les priorités, ce n'est pas une surprise, puisque ce sont les mêmes que l'an passé. Les 3 priorités, transition écologique, mixité et handicap, doivent impérativement être développées dans le cadre de la stratégie du CFA. Donc ça, c'est ce que vous faites en règle générale sur ces 3 axes-là, mais aussi dans l'impact de ces priorités dans chacun des projets. Certains projets peuvent être moins impactés. Il n'empêche que vous devez impérativement être explicite dans le document que vous devez compléter. Et sachez que, je l'ai bien précisé, priorité transverse obligatoire. Si une de ces priorités n'est pas décrite, soit ou au niveau de et au niveau de la stratégie et au niveau de l'impact sur le projet est éliminatoire. Critères de recevabilité. Donc, critères de recevabilité. Dernier tableau avant vos petites questions, ne vous inquiétez pas. Critères de recevabilité, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un budget qui nous est octroyé par France Compétences, mais qui est cadré, vraiment bien cadré par la DGFP. Donc, toutes les charges que vous pouvez déterminer dans votre projet ne sont pas forcément éligibles à la subvention. Donc, il n'empêche que toutes les charges, toutes les dépenses, qu'elles soient éligibles ou non, doivent être identifiées dans votre projet. C'est-à-dire qu'un projet, ce n'est pas simplement des charges externes. Si ce n'était que des charges externes, ça sous-entendrait qu'il n'y ait aucune action du CFA ou ça ne correspond pas à notre volonté, effectivement, puisqu'un projet s'identifie au travers de l'investissement du CFA sur le déploiement en fait de l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3. Donc, votre projet doit impérativement comporter des charges éligibles et des charges non éligibles.
les dépenses qui sont éligibles, elles sont constituées en fait directement des coûts directement liés à la conception, à la mise en œuvre et à la réalisation d'une formation de qualité. Dès lors que ces coûts s'amortissent sur 3 ans et plus, ça doit être bien sûr justifié, ces 3 ans et plus. Donc, des charges internes, externes, prestations externes qui ne seraient pas amortissables sur 3 ans, eh bien, ne rentrent pas en fait dans la partie éligible pour Atlas, mais elles font partie de votre projet. Donc, je ne peux que vous, comme je le disais pour le point 1, je ne peux que vous inviter à toutes les justifier. C'est impératif et à toutes les préciser. À titre d'exemple, la liste n'est pas exhaustive, mais vous avez ici quelques charges qui sont éligibles. Et vous avez sur le tableau suivant, le document vous sera remis, donc n'ayez aucune crainte, vous aurez ces tableaux à votre disposition. Vous avez ici, en fait, toutes les charges qui ne sont pas éligibles. L'ordinateur pour l'alternant, pourquoi ce n'est pas éligible? Tout simplement parce que ça fait partie, en fait, vous avez une autre possibilité de financer cet ordinateur au travers du premier équipement. Tout ce qui concerne les fournitures, le consommable, tout ça, effectivement, ne correspond pas aux définitions de l'éligibilité de la DGEFP. La particularité cette année, c'est que on ne financera pas, depuis 2 ans, on ne finance pas une plateforme d'application de gestion administrative du CFA. C'est le choix des partenaires. Et cette année, nous ne financerons pas non plus le développement d'une application spécifique de sourcing pour le CFA. Donc ça, ce sont 2 actions de développement numérique qui sont imputables, qui sont éligibles, pardon, ça je vous l'accorde, mais c'est un choix paritaire de ne pas financer en fait ces éléments. Pourquoi? Parce que l'objectif de la subvention, c'est d'abord de développer des outils qui servent à l'alternant. Le premier point, application de gestion administrative, c'est la gestion administrative du CFA, donc en quoi l'alternant peut être concerné. Pour le sourcing, l'application de sourcing qui est une nouveauté donc non éligible cette année, c'est tout simplement parce que nous avons développé depuis 1 an une application qui s'appelle Annonce Atlas. Et je vous invite en fait à aller la consulter ou à consulter votre développeur de l'alternance si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Donc ça ne fait plus partie en fait des possibilités de financement. On ne finance pas des lieux d'accueil d'information, des observatoires des métiers, puisque nos branches ont leurs propres observatoires. Vous avez 4 grands secteurs d'activité et vous avez un certain nombre d'informations qui sont précisées là. Dans ces 2 cas, que ce soit sur les dépenses éligibles ou les dépenses non éligibles, il est possible que tout ne soit pas répertorié, donc puisque la liste est non exhaustive. Et comme je le précisais tout à l'heure, mais je le reprécise, elles font partie du projet, ces dépenses non éligibles, et doivent donc être comptabilisées, si elles existent, bien sûr. Ah, ben voilà, j'ai quelques petites questions. Alors, comme j'avais préparé des petites questions, je vais regarder les questions qui sont les vôtres. Est-ce que les coûts d'organisation d'un forum de recrutement sont éligibles? Non, c'est pas amortissable sur 3 ans et plus. Est-ce qu'on peut avoir 2 CFA qui fassent un projet commun? Vous pouvez faire un projet commun,
mais il doit y avoir 2 dossiers. Il ne peut y avoir de projet, en fait, on le comprend tout à fait, hein, un projet, et c'est intelligent et c'est ce que j'invite à faire, mais puisque ça baisse effectivement le coût de l'investissement pour chacun des CFA, entre autres, j'imagine qu'il y a d'autres raisons, mais entre autres, mais chacun des CFA devra effectivement présenter son projet. D'accord? Ça, c'est indispensable. Le critère numéro 3 au sujet des cas concertines. Alors, comment je fais pour augmenter? Voilà. Le critère numéro 3 concerne-t-il bien l'ensemble des contrats d'apprentissage? Alors, ce n'est pas AFDAFS, hein, on est à Atlas. Je ne parlais pas de 2023, mais de 2024 et 2025, qui sont toujours actifs en 2024 et 2025. Donc, vous pouvez avoir des contrats de 2023, bien sûr, mais vous pouvez avoir aussi des contrats de 2022, puisque certains peuvent s'arrêter en 2024, 25, pardon, quand ils durent 3 ans. Actif, c'est contrat en cours, tout à fait. Voilà. Est-ce que j'ai une autre question? Alors, comment je fais? Je suis désolée parce que cet outil, comment je fais pour passer? Comment je fais pour passer à une autre question? Bon, je ne sais pas. Voilà, fil des questions, ça y est. Faut-il prévoir un axe peut-il présenter plusieurs projets afin de... Oui, oui, bien sûr. Comme je l'ai précisé dans le premier tableau, un CFA peut avoir plusieurs projets. Vous pouvez avoir un projet équipement et un projet digitalisation. Mais là, vous faites deux dossiers. Vous complétez 2 formulaires. Vous avez 2 présentations explicites de votre projet. J'espère répondre à toutes vos questions. Pouvons-nous faire appel à tout type de prestataire sur les outils de l'aide à l'accompagnement? Vous l'avez vu, pour l'aide à l'accompagnement, ce sont des solutions numériques. Donc, à partir du moment où il s'agit de la création d'une solution numérique, je dirais tout type de prestataire est bien sûr accepté. Voilà, après, je ne connais pas toutes les situations, mais je pense que oui. Est-ce que le coût de prestataire externe qui participe à la création d'un parcours formation est éligible? Est-ce que la création d'un parcours formation est éligible? Je n'ai pas suffisamment d'éléments déjà, avant de répondre à votre interrogation. Je n'ai pas suffisamment d'éléments, malheureusement, pour répondre à votre interrogation. Pouvons-nous faire Jean-François me pose la question, pouvons-nous faire appel à tous les types de... Bon, ça j'ai déjà répondu, excusez-moi. Hein. Alors, est-ce qu'il serait possible? Hop. Suzanne, serait-il possible de financer un développement, automatisation d'une solution pour le livret tuteur? Alors, je pense que quand vous parlez du livret tuteur, vous parlez bien sûr du livret alternant complété par le tuteur et le responsable pédagogique. Je pense inévitablement que ce sont les trois acteurs qui interviennent sur ce type en fait d'action, je pense, hein, Suzanne. Donc, à mon sens, compte tenu des éléments que je peux avoir ici, je pense que oui, ça fait partie d'un outil d'accompagnement en fait de l'alternant. À vous de l'argumenter comme outil d'accompagnement de l'alternant, puisque c'est la continuité en fait de l'approche avec le tuteur, et ça peut permettre de montrer la progression pédagogique en fait du jeune alternant.
Dominique, vous me posiez la question, le seuil des 15% de contrats est-il incompressible? 13 ou 14 ne sont-ils pas recevables? Je dirais que c'est incompressible, sauf si vous aviez peut-être 1500 ou 1600 contrats Atlas, où on pourrait peut-être se dire le projet est intéressant, le seuil n'est pas tout à fait atteint, mais il y a un nombre important de projets. Euh, on reste relativement ouvert par rapport à cette situation. Après, effectivement, si nous recevons 150 projets compte tenu de l'enveloppe que nous avons, forcément, on appliquera, les critères imposés. Mais quand un projet est intéressant et que le CFA travaille énormément avec Atlas, effectivement, il nous est arrivé d'accepter en fait d'accepter en fait de ne pas respecter cette règle de 15%. Alors, Nathalie, est-ce qu'un CFA régional qui a plusieurs sites avec des apprentis Atlas répartis sur plusieurs départements peut faire une unique demande? Ben, le CFA régional, de toute façon, et je vais en profiter pour répondre à cette petite question. Un CFA, une UFA, pardon, peut-elle répondre en son nom? Non, non, une UFA ne peut pas répondre en son nom, puisque une UFA, les dossiers de l'UFA sont enregistrés via un CFA, et c'est le CFA qui porte le contrat pour nous. Donc, ça ne peut être que le CFA qui porte le projet au nom de l'UFA. Donc, le CFA régional qui a plusieurs sites, eh bien, le CFA régional peut faire une unique demande et préciser que les actions en fait qu'il va monter ont lieu pour 2 ou 3 sites particuliers, bien sûr. Ça, c'est tout à fait possible. Romain, pouvons-nous présenter un projet de mise en place d'un outil de matching entre les besoins d'alternance des entreprises et les candidats alternants qui permettent de faciliter les réponses de nos alternants aux offres? Là, je le disais, je le précisais, ce ne sera pas accepté puisqu'en fait, nous avons Annonce Atlas qui a été développé pour répondre justement à ce matching entreprise-alternant. Donc, ça fait partie effectivement de ce qui ne sera pas accepté cette année. La création d'un nouveau parcours de formation Blendil peut être recevable. Je serais simplement tentée de dire que ce n'est pas amortissable sur 3 ans, donc ce n'est malheureusement pas possible, mais je peux me tromper. Bonjour, pardon. Dans le cas d'une réponse conjointe, la condition de 24 minimum pour chaque CFA, il ne peut pas y avoir de réponse conjointe. Hein. Il ne peut pas y avoir de réponse conjointe, malheureusement. Il ne peut pas y avoir de réponse conjointe. Chaque CFA fait la démarche de répondre. D'accord. Je vais reprendre des petites questions aussi qui sont récurrent. Le CFA fait partie d'un groupe. Ce dernier peut-il être porteur pour un ou plusieurs CFA? Non. Voilà. Ça, c'est explicite. Non, un CFA doit répondre en son nom. Pour un CFA hors les murs qui porte un projet pour l'une de ses UFA, faut-il justifier le 24 contrats dans l'UFA? Non. La justification se fait au niveau du CFA. Bien sûr, vous apportez toute l'argumentation nécessaire. Si le projet a démarré en début d'année 2025, peut-il être présenté? Oui. Si nous avons plus de 24 contrats, mais moins de 15% des effectifs Atlas apprentissage sur le projet effectif, est-ce que c'est éligible ou non? Comme je le disais tout à l'heure, alors, si vous avez 2% d'effectifs Atlas, je vous dirais non. Mais si on approche des 15% et que vous avez 1500 contrats,
essayer, tout dépendra du nombre de dossiers et des fonds de l'enveloppe finale que nous pourrons avoir. Là, on est toujours sur les critères, donc je ne vais pas répondre. J'ai bien compris que ces questions m'ont été posées récemment via la boîte mail. C'est pour ça que je voulais précise aujourd'hui. J'ai bien compris que le développement sur un outil externe ERP notamment ne sont pas éligibles, mais le développement d'un outil interne permettant un meilleur service à nos clients, le CERFA automatisé, pourrait-il être éligible en temps homme uniquement? Alors, premièrement, en temps homme uniquement, si c'est du temps homme, si CFA, c'est pas amortissable et ça ne rentre pas dans ce que nous pouvons prendre selon la définition de la DGEFP, donc non. Et le CERFA entièrement automatisé est non, parce que c'est purement administratif. Et ça, le CERFA automatisé, en fait, comme c'est l'entreprise qui dépose son CERFA auprès de l'OPCO, en fait, c'est quelque chose qui a déjà été mis en œuvre. Et à côté de ça, vous avez l'API OPCO, CFA OPCO, qui est mise en œuvre et qui facilite en fait le transfert des données. Donc, ma réponse est effectivement est non sur ce sujet-là. Je vais continuer. Je sais que vous avez encore quelques questions, mais il me reste peu de temps. Donc, les critères administratifs, je reprendrai les dernières après. Les critères administratifs, il y a toujours une lettre d'intention qui est obligatoire en format PDF. Il y a toujours l'attestation d'amortissement, que vous avez un exemple, alors qui n'est pas en annexe, je crois, mais qui est à la fin du cahier des charges, qui est obligatoire, signé et en format PDF. Le tableau d'amortissement prévisionnel, qui est en annexe au CDC, que vous devez fournir et qui est en format Excel. Le cadre de réponse du manque complété en format Word. Toutes les pièces que vous jugerez nécessaires et complémentaires. Pour les CFA, en fait, les nouveaux CFA, vous avez la lettre de soutien. Et vous pouvez joindre également, je n'en ai pas parlé là, j'en parlerai tout à l'heure, vous pouvez joindre également les résultats des 2 diagnostics de l'ex-FOD, hein, les innovateurs de la formation. Moi, même si ce n'est plus une obligation, moi je vous invite fortement je vais y revenir tout à l'heure. Et vous avez un protocole d'évaluation si vous en avez créé un par rapport à ce projet. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement optionnel et que je vous invite à transmettre en format Word. Protocole d'évaluation, qu'est-ce que c'est? C'est comment tout au long de votre projet, vous allez évaluer la performance en fait de vos réalisations. Alors, même sur un petit projet, moi, honnêtement, je vous invite à créer quelque chose, même si vous ne le faites pas, ne nous le transmettez pas là, mais je vous invite effectivement à suivre les indicateurs que vous allez déposer, en fait, dans votre dossier de formulaire. Et puis après, on a les informations traditionnelles administratives en format PDF, le dernier bilan en compte d'exploitation, le relevé d'identité Liban, et la copie du dernier bilan pédagogique. Alors on sait que ce ne sera pas 2024 puisqu'on sera début mars, donc ce sera 2023 forcément. Vous savez que tout est à saisir sur un environnement particulier. Vous avez l'adresse dans le cahier des charges. Si vous allez sur le site, vous retrouverez tous les éléments. La particularité cette année, je vous ai fait 2 documents explicites. Le premier document qui s'appelle Information pour préparer la complétude du formulaire en ligne, je ne peux pas être plus explicite que cela. Eh bien, ce sont les éléments que vous devez préparer avant de compléter le formulaire. Parce que le formulaire, vous allez l'enrichir des informations qui sont nécessaires et vous allez également ajouter les documents indispensables. Donc, je ne peux que vous inviter à les préparer à l'avance pour gagner du temps, parce que le temps de complétude du formulaire, c'est 10 minutes à peu près, hein, 10 minutes quand on a tout préparé. Je vous invite d'ailleurs à ne pas attendre le 3 mars à 11h55 pour compléter le formulaire, parce que vous aurez quelques soucis. L'année dernière, on a connu, il y avait un peu trop de monde, donc ça bloquait un tout petit peu. Donc,
soyez un tout petit peu prévoyant et réalisez les choses à l'avance. Et il me semble que vous pouvez commencer à enregistrer le formulaire et à revenir sur ce formulaire si vous n'avez pas tous les éléments. J'ai créé un deuxième document qui s'appelle « Aide au cadre de réponse technique ». Votre dossier doit impérativement être présenté dans le document, dans le document « Cadre de réponse technique, présentation de votre projet ». Aide au cadre de réponse technique, vous avez tous les éléments et tout ce qui est attendu en information. Pourquoi on a créé ce document l'année dernière? Pour que ce soit plus simple pour vous de formaliser de votre projet. Et puis, je ne vous cache pas que dans la lecture et l'évaluation de votre projet, eh bien, l'intérêt, c'est qu'on peut évaluer tous les projets de la même façon, puisqu'on est censé avoir toutes les informations. Donc, sur tout cela, vous avez deux documents, vous avez l'aide et vous avez le document à compléter. Le formulaire à compléter, c'est un formulaire d'information. Dès lors que vous aurez déjà préparé tout ça, tout cela vous sera facile d'accès. Une petite chose que je n'ai pas intégrée ici et que j'ai intégrée dans ce formulaire, je préfère vous le préciser, c'est la situation de l'engagement sur la charte pour un accompagnement de qualité dans l'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez déjà entamé cette démarche-là? Est-ce que vous avez déjà adhéré à cette charte? Donc, il vous faudra, en plus de tous les éléments qui sont notés là, eh bien, répondre à cette petite question supplémentaire. Vous avez également en fait un tableau d'amortissement à déposer, format Excel, je le rappelle, donc vérifiez bien l'information qui a été donnée dans le document précédent, format Excel. Et puis, l'avantage, en fait, si vous voulez, donc l'amortissement, c'est ici, et si vous voulez vous introduire un autre document plus explicite sur votre plan d'investissement, si vous avez quelque chose de plus explicite, vous pouvez l'ajouter. Mais le seul document, pour moi, le seul document, le document qui est indispensable à compléter, c'est celui-là. Si vous avez un plan d'investissement et pas d'amortissement, votre dossier sera refusé. Donc, c'est le premier onglet qui est indispensable. Le deuxième, vous faites comme vous l'entendez. Et vous avez bien sûr l'attestation d'amortissement. Vous devez apporter la preuve que c'est le CFA signataire, enfin qui sera signataire de la convention qui porte le projet, que ce sont également des charges amortissables sur 3 ans et plus. D'accord? Les critères d'appréciation, je vous rappelle, le CRT, vos documents, le respect des règles administratives, etc., c'est une chose, mais nous avons en fait des critères d'appréciation qualitative de votre cadre de réponse technique. Le cadre de réponse technique, c'est celui-là, la présentation de votre projet. D'accord? Cadre de réponse technique, je vous invite véritablement à vous imprégner de ces éléments parce que c'est notre système de notation de votre projet. Dans le cadre de réponse technique, là aussi, c'est le petit plus, je dirais, expérience personnelle. Quand sur le cadre de réponse technique, on vous demande de décrire la stratégie de votre projet, la présentation, le contexte, etc., je vous en prie, ne me dites pas simplement voir le document IA en annexe. Contexte et diagnostic de départ, voir le document 2 en annexe. Non, dans ce document, je veux l'intégralité de la présentation de votre projet. Je vous rappelle qu'on a en 1 mois et 1 semaine, en 5 semaines, on a une centaine de projets à lire. Donc, vous comprendrez
que les éléments les plus importants sont le cadre de réponse technique et le formulaire que vous aurez complété avec le tableau d'amortissement, le premier onglet du tableau d'amortissement. C'est ça qui est déterminant pour votre projet. Donc, je ne peux que vous inviter, en fait, à faire très attention, en fait, à la qualité rédactionnelle de votre projet. Et posez-vous la question également, qu'est-ce qu'un objectif opérationnel? Qu'est-ce qu'un objectif pédagogique? Pour décrire véritablement, en fait, dans le cadre du CRT, les éléments qui sont attendus. De même, pour la prise en compte des priorités transverses, n'oubliez pas, chacune des priorités devra être à la fois explicitée dans le cadre de la stratégie et dans le cadre des impacts sur le projet. Ces 3 éléments sont indispensables. Si vous avez en qualité 0 à l'un de ces points, c'est rédhibitoire, c'est élimination immédiate. Et renvoyer expérience, le petit plus, je dirais, Chantal, sur, par exemple, le handicap, simplement me dire, nous avons des vidéos explicites et les mettre en annexe. Non, je ne suis pas d'accord. Il nous faut effectivement un déroulé explicatif. Je le dis souvent lorsque je me déplace en CFA pour le rendez-vous de suivi, donc à N+1 en 2026 pour les projets 2025. Vous nous racontez une histoire. Je vous rappelle que nous sommes en moyenne 2 lecteurs sur ces réponses et nous avons une centaine de projets. Donc forcément la qualité rédactionnelle, l'intérêt de la rédaction, l'explicitation, la contextualisation sont déterminantes. Et je vous rappelle également qu'une note qualitative, là on est sur 100, une note qualitative inférieure à 50 sera éliminatoire. Les enveloppes définies, la particularité des enveloppes. Cette année, c'est une innovation, nous avons 2 enveloppes, en pourcentage et en montant. Les CFA qui seraient primo-accédants, c'est-à-dire les CFA qui n'auraient jamais eu d'accompagnement d'Atlas, eh bien, par rapport au projet, nous pourrions aller jusqu'à 70% du financement. Nous pourrions aller jusqu'à 70% du financement à condition que le projet évoque bien à la fois des charges éligibles et à la fois des charges non éligibles. Un projet qui ne verrait qu'une partie développement numérique avec une société externe ou achat de chaises, de tables, de tableaux numériques ou autres, sans investissement du CFA à minima en temps homme, vous le considérez forcément, eh bien, pourrait être refusé, premièrement, ou le montant possible sera considérablement diminué. Pour tous les autres CFA qui auront été lauréats sur des années précédentes, de la même façon, selon la qualité du projet, la présentation, etc., nous pourrons aller jusqu'à 60% du montant du projet. L'enveloppe, en fait, pour un CFA, pour du K1, donc un CFA, j'allais dire, historique maintenant, eh bien, on peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Et pour un CFA, dans le cas nouvellement créé, on pourra aller jusqu'à 500 000 euros en respectant bien sûr, ces 2 pourcentages. C'est la difficulté cette année, c'est que nous allons devoir jouer, nous allons devoir jouer, ce n'est pas tout à fait le terme utilisé, mais bon, voilà, à la fois sur l'enveloppe, la situation du CFA, l'enveloppe, et sur la situation primo-accédant ou pas. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Je vous en prie, dans vos projets,
Un projet ne doit pas être que simplement avec des charges externes éligibles. Il doit y avoir nécessairement du temps homme, de l'investissement et même des actions menées par le CFA et des investissements menés par le CFA. La communication, l'engagement en matière de communication, il est simple, c'est que nous avons un visuel qui est celui-ci et dès lors que vous communiquez, en fait, pour les lauréats, bien sûr, 2025, dès lors que vous communiquez, que ce soit en interne ou en externe, eh bien, vous devez impérativement rappeler et préciser, en fait, ce logo avec un petit texte que je transmettrai lors de la première réunion des lauréats. Mais un projet qui n'est pas porté où n'apparaît pas ce logo, eh bien forcément, nous aurons quelques difficultés ensemble à l'issue ou au moment du rendez-vous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Le logo, bien sûr, est remis numériquement lors de la première réunion des lauréats. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas une obligation. Effectivement, ce n'est plus une obligation. Ça l'a été pour tout ce qui concernait la digitalisation. Il était important pour le CFA qu'il nous envoie les grilles de ces deux diagnostics, d'ENOA, ex-FOD. Moi, je ne peux que vous inviter, dans le cadre où vous êtes bien sûr sur l'annexe, sur l'axe 2, du cahier des charges, je ne peux que vous inviter, et même sur les autres axes d'ailleurs. Je trouve que les éléments qui sont fournis par le FOD, tant au niveau de l'évaluation des capacités de transformation et de l'hybridation, mais aussi de la conduite du projet, du cadrage des besoins des dépenses, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider. Si vous êtes pour la première fois dans une démarche de construction en fait de projets de ce type, je vous invite en fait véritablement à consulter ces éléments parce qu'ils sont riches d'enseignements et ils peuvent, j'allais dire ouvrir vos chakras, ils peuvent ouvrir vos chakras sur l'intégralité de ce qu'est le projet. Et ils reviennent sur des définitions dont je parlais aussi tout à l'heure sur les définitions des différents objectifs. D'accord? Là, je vous ai remis un petit, voilà, le petit planning pour les lauréats, la convention. On fait un acompte de 70% dès que la convention est signée, donc ça c'est intéressant. La première réunion le 18 septembre, bon, le reste, je vous l'ai dit, pas de prolongation possible de ce projet, donc ça sous-entend qu'il vous faudra sur les 2 années qui viennent, eh bien, mettre en œuvre les moyens pour que ce projet soit réalisable. Donc, pensez à cela aussi dans la conception de votre projet. Que dire? Voilà, je vais arriver. Est-ce que vous avez de nouvelles questions? Sinon, j'en ai préparé quelques-unes. On revient sur les charges éligibles. Ne doivent-elles pas être que des... Non, alors les charges éligibles doivent être uniquement ce ne seront que des investissements sur 3 ans. C'était une question d'Anne. Ce seront forcément des investissements sur 3 ans, mais vous avez des charges externes. Et dans les charges externes, vous pouvez n'avoir qu'une partie de ces charges qui sont éligibles. C'est en ce sens, effectivement, qu'il faut faire une petite précision. J'ai préparé quelques questions. Est-ce que le montant de la subvention est un pourcentage des charges éligibles ou du projet global? J'ai oublié le petit point d'interrogation d'ailleurs. Eh bien, le montant de la subvention est véritablement un pourcentage du projet global. Ça, c'est véritablement important. Vous avez le projet global, vous avez les charges du CFA, les charges externes. Et dans les charges externes, vous avez les charges éligibles. Le tableau d'amortissement, d'ailleurs,
et le plan d'investissement, si vous avez un plan d'investissement, vous pouvez la poser, comme je vous le disais tout à l'heure, sont explicites par rapport à cela. L'enveloppe maximum pour un CFA lauréat d'une précédente année peut-elle être revue si le projet est différent? Non. L'enveloppe, ça a été défini, décidé à la fois par la CPTA et par les membres du conseil d'administration. L'enveloppe sera de 60 ou 70% selon la situation du CFA. Est-il possible de proposer un projet dont le montant est supérieur à 1 million d'euros, ventilé sur plusieurs projets? Oui, pour un CFA, oui, c'est tout à fait possible, mais dans le financement, nous n'irons, à partir du moment où, bien sûr, le projet, si c'est un projet de 1 million 100, je pense que ce sera compliqué, mais si c'est un projet à 4 millions et demi, bien sûr, on ajustera pour ne pas dépasser les 1 million. Donc, c'est à vous d'évaluer quel est le projet, effectivement, qui pour vous est le plus important, en respectant ou les 60 ou les 70% qu'on a évoqués tout à l'heure par rapport à la situation de votre CFA. Si nous souhaitons présenter plusieurs projets, doit-on faire plusieurs demandes ou une demande incluant tous les projets? Non, c'est plusieurs demandes sans aller au-delà de 3 projets. Que se passe-t-il si le montant de mon projet final est inférieur au projet initial? C'est simple, la subvention est revue en fonction du projet final, en fonction du montant final qui sera remis en 2027. Au 20 mai 2027. Alors, la particularité, c'est si le projet est supérieur, on n'augmente pas la subvention. La subvention restera calculée par rapport au montant initial. Une petite particularité néanmoins par rapport à cette interrogation, on s'attache pour la subvention finale au montant du projet initial et au montant du projet final, et à la partie des charges éligibles. Parce que c'est vous qui allez nous dire, j'avais prévu 250 000 euros sur mon projet de charges éligibles, mais finalement, il n'y a que 200 000. Si votre subvention octroyée était de 200 000, eh bien, je serais obligée de descendre la subvention à 200 000 si vous ne comptabilisez en charges éligibles que 200 000 de charges éligibles. Attention à cela, on en reparlera, mais ayez-y conscience dès maintenant. Mon CFA est primo-accédant, le montant de mon projet est d'1 million, à quel financement puis-je prétendre? Le montant de mon projet est de 1 million, ce sera si vous êtes primo-accédant, ce sera maximum, je dis bien maximum, 70%, mais ça peut être beaucoup moins. Si le CFA est nouveau, ce sera 500 000 euros maximum, s'il est primo-accédant, donc oui, tout en ne dépassant pas les 70% du montant total. Qui justifie l'amortissement du projet, c'est le CFA qui est porteur. Hein. Attention, si vous agissez pour vos UFA, le CFA reste porteur du projet. Moi, je ne peux pas voir, je connais les UFA, mais pour moi, le seul signataire de la convention, le seul responsable du projet, le seul responsable du bilan reste le CFA signataire de la convention. Voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je vais regarder vos photos, vos questions en ayant terminé cela. Vous retrouverez tous les éléments sur le site, donc directement en fait, replay, présentation et FAQ. Juste une petite précision de la part de ma collègue, vous avez un petit questionnaire de satisfaction, ne me demandez pas sous quelle forme, mais je pense qu'à la fin de ce webinaire, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction. Donc, j'espère que vous pourrez y répondre. Je serais très intéressée de savoir si
si la modalité de ce questionnaire, ce webinaire vous plaît, si vous aviez d'autres suggestions, pourquoi pas. Enfin, mais merci de répondre à ce questionnaire en tout cas de satisfaction, parce que ça nous permettra effectivement peut-être de modifier la forme de ce webinaire pour les années suivantes. L'accès, le replay, la présentation le replay, la présentation, vous l'aurez rapidement en début de semaine. La FAQ, ben, il va falloir que je reprenne l'intégralité de vos questions et que je prenne le temps en fait d'y répondre. Donc je pense que ça va, ce sera plutôt la semaine suivante, je pense. Mais tout sera à disposition dans les prochaines semaines. Juste un petit rappel, si vous voulez me poser des questions plus explicites sur votre projet, vous utilisez simplement cette adresse mail, et merci de mettre dans l'objet de votre mail le nom du CFA, le nom de votre CFA et appel à projet 2025. Ça permet effectivement d'identifier rapidement le sujet, puisque sous cette adresse mail, je gère 5 appels à projet, donc merci de le faire. Et voilà, j'ai terminé. Juste pour une petite information, si vous n'êtes pas lecteur de notre newsletter Perspective CFA, où vous avez un maximum d'informations, je vous invite à vous y abonner rapidement. Je regarde quelques petites questions. On est un peu dans les... je viens de dépasser, mais voilà. Sarah me demande, si un CFA fait la demande pour lui-même, si un CFA me demande pour lui-même et pour 2 UFA, doit-il faire obligatoirement pour toutes les UFA? Non, vous pouvez, le CFA peut agir simplement en fait pour un seul... alors attendez, je vais enlever le partage. Voilà. Le CFA peut faire une demande pour le CFA et préciser en fait dans la présentation en fait que 2 UFA sont véritablement concernés par le sujet. Les critères, comment, alors bonjour madame Anne Toth, comment doit-on comprendre l'idée d'évoluer majoritairement et le seuil de 15%? Alors, comme je disais tout à l'heure, évoluer majoritairement, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un certain nombre de contrats d'Atlas avec un minimum de 15% et de 24 dossiers. Donc, je conçois tout à fait que le terme majoritairement pour vous, ne veuille pas dire forcément d'avoir Atlas en première opco, mais inévitablement d'avoir quelques CFA, quelques contrats avec Atlas, bien sûr. Florence, est-ce qu'il faut attendre la réponse de l'OPCO pour engager les dépenses? Moi, je dirais que si votre projet est indispensable, vous pouvez déjà l'engager. Après, vous gérez votre projet comme vous l'entendez. La réponse de l'OPCO n'interviendra qu'au mois de juin. Donc, vous pouvez déjà, comme je le disais tout à l'heure, engager votre projet si de toute façon il vous est inévitable et indispensable en fait pour cette année 2025. Je vais interrompre là notre présentation. Je vous remercie en fait pour votre présence, pour vos questions. Je vais reprendre l'intégralité de ces questions pour ce FAQ qui sera mis à votre disposition dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis soyez très explicite dans vos projets. Soyez très explicite dans vos projets. Et comme je le dis à chaque fois, vous me racontez une histoire, vous nous racontez une histoire, puisque nous sommes plusieurs lecteurs, vous nous racontez une histoire sur un projet que vous gérez. Donc, il faut qu'il soit compréhensible pour nous. D'accord ?
Je vous remercie, à bientôt, au plaisir d'une prochaine rencontre et puis au plaisir de prochains échanges. Et merci, au revoir.